Donc le déploiement, logiciel, matériel, en effet, prenons des questions. Vous avez une question? Non? Caroline, merci pour cette question. D'avance. Alors j'ai une question, on a reçu une communication comme quoi pour le forfait structure et le famille, nos professionnels de santé avaient jusqu'à fin janvier pour se mettre en conformité avec l'Addendum 8. Est-ce que ça repousse aussi d'un mois pour la réalisation de la facture en contexte d'application carte vitale? Ça, c'est pour Emmanuel. Eh bien, non. Je réfléchis pour être sûr que je dis pas de bêtises. C'est ce que j'en avais déduit, mais parce que ça parlait vraiment que de l'indicateur du volet 1. Mais bon, sait-on jamais, vu qu'il se motive là dans les... Depuis 15 jours, il se motive là, donc... Ah oui, oui. Et voilà. C'est un peu trop tard. Mais non, mais pas sur ce sujet-là. En fait, on n'a pas arbitré sur ce sujet-là. On n'a même pas demandé l'arbitrage là-dessus, quoi, parce qu'on ne pensait pas que c'était un problème, parce que de toute façon, comme c'est un indicateur optionnel, la partie facturation avec appli carte vitale, on n'a pas arbitré là-dessus. Ouais. Merci. Allez, une autre question. Merci. Oui, bonjour. Dans un des slides, vous indiquez que lorsqu'on lit l'appli carte vitale, on peut récupérer les données d'identité du patient, que celui-ci bascule en qualifié si c'est l'assuré, il est en récupéré si c'est le bénéficiaire, sauf s'il y a un paramétrage. Vous avez indiqué également que le guide d'implémentation de l'identité nationale était mis à jour à cette fin d'année. Ce mécanisme-là, il est bien expliqué à l'intérieur du guide, de manière à ce que ce soit officiel? Oui. Justement, l'objet des textes là qui sont parus le 13, donc c'est récent, c'est justement l'idée, c'est bien que ça officialise toutes ces règles-là. Du coup, il y a bien c'est porté par le guide d'implémentation de l'ANS en fait, cette partie-là. C'est l'exploitation en fait de l'identité qui est récupérée. Voilà. Donc le guide d'intégration du GIE n'a pas bougé puisque de toute façon il n'y a pas de modification là-dessus. C'est vraiment sur l'exploitation qui est dans le guide d'implémentation. Donc c'est officiel au niveau de l'arrêté, au niveau du guide d'implémentation et du référentiel identito-vigilance. Donc il y a des règles, effectivement, il y a un paramétrage à prévoir. Voilà, c'est pas neutre pour vous complètement, mais il y a tout ça d'expliquer. Oui, tout à fait, parce que pour l'instant, il y avait juste une fiche d'information. Oui, mais cette fois-ci, c'est go, on peut y aller. Je suis sûre que vous en avez d'autres des questions. Hein. Une petite question. Vous êtes passé très vite sur les discussions avec Apple pour le NFC sur iPhone. Est-ce que vous avez quelque chose de plus précis? Nous, on croit que c'est la solution qui va permettre de justement simplifier les problématiques qu'on a avec le QR code. Ah oui, alors en effet, hein, ça serait vraiment parfait si Apple en fait nous autorisait justement à faire du NFC. Déjà, on a de la chance maintenant, c'est-à-dire qu'ils nous ont autorisé à désactiver le NFC sur les iPhones, dans le sens où quand on a un lecteur qui fait à la fois du NFC et du QR code, si on l'approchait trop près pour lire le QR code, le NFC se déclenchait, il y avait le wallet qui apparaissait, donc bon là c'était la panique à bord. Bref, bon, j'exagère peut-être un peu, mais en tout cas, c'était déjà très très problématique. Donc il a fallu déjà qu'on obtienne des autorisations auprès d'Apple, justement, pour pouvoir désactiver dans notre application l'utilisation du NFC dans ce cas-là. Mais en tout cas, pour avoir une application proprement NFC, ça risque d'être assez long. Je ne sais pas si... je sais que Jacques, peut-être toi, tu suis un peu plus les... Oui, en fait, on a décidé de faire une action conjointe, France Identité et application carte vitale, auprès d'Apple pour essayer de convaincre Apple de nous ouvrir ça, quoi. Donc on pense qu'avec le gouvernement, le ministère de l'Intérieur derrière nous, peut-être qu'on va y arriver un peu plus rapidement, quoi. Mais en tout cas, donc il n'y a plus cette histoire, ce problème qui avait été remonté d'utilisation, dont on a redemandé aux équipementiers de réactiver le NFC sur leur lecteur. Voilà. Obligation de tiers payant, mais est-ce que le tiers payant peut être refusé par le patient? Moi, j'ai jamais vu ça, mais
C'est la première fois qu'on m'en parle, mais oui, peut-être, il pourrait accepter de payer lui-même et de faire l'avance de frais, mais j'ai jamais vu ça, moi. Hein, dans la vie courante, je ne vois jamais un patient qui refuse le tiers payant. Mais Sur le tiers payant MO, ça peut être intéressant pour faire moins de papier par rapport à certaines mutuelles. Moins de papier, ouais, peut-être. Je vois pas en quoi il fera moins de papier dans la mesure où la solution alternative, c'est de la DRE. Donc il y a 0 papier de toute façon. Hein. Oui, alors parfois ça fonctionne pas Non, pas très 1er bien. avril, toutes les complémentaires permettront de faire de la DRE à minima. C'est ça le schéma. Sur Après, le terrain, c'est toujours plus compliqué que ça, notamment les mutuelles qui ont des critères secondaires, plusieurs critères secondaires, les PS qui ont du mal à les saisir, qui ont des choix, qui font un choix au hasard et qui envoient un peu n'importe où. alors, je vais revenir à l'outil magique dont on a parlé avant, la douchette. Parce que ça évite d'avoir de l'interprétation, de la saisie. C'est-à-dire que quand il y a l'usage d'une douchette pour lire le fameux data matrix qui est sur les attestations, normalement, ça réduit quand même très notablement les erreurs. Mais un dentiste, prendre une douchette, un dentiste, il va utiliser un lecteur, alors j'ai une douchette par extension, hein, un lecteur de data matrix, de toute façon, à un moment donné, pour lire l'appli carte vitale. Donc, simplement, ce qu'on dit, c'est gagnons du temps, de l'accompagnement, pour que, de toute façon, ils aillent sur les bons usages, les bons comportements, parce que, de toute façon, les services en ligne inter-AMC, alors, vous allez voir, voilà, on a trouvé un nom un peu plus raccourci pour dénommer ça, mais de toute façon, ça s'appuie demain sur l'appli carte vitale parce que c'est l'intérêt de tous. Donc nous, en plus, on se dit que c'est un bon vecteur pour déployer, pour avoir de l'usage derrière. Donc, oui. Oui. Non. Donc je dis, je ne suis pas tout à fait d'accord au niveau du dentaire de servir, quand vous dites simplifiez-vous la vie, enfin les professionnels peuvent se simplifier la vie en douchant le data matrix de l'attestation complémentaire, parce que justement en dentaire, sur la lecture de la carte, la lecture visuelle, on a souvent des domaines différenciés entre les soins, la prothèse, l'orthodontie, et quand on bip le data matrix, on a un domaine unique. Et c'est en lisant les petites notes qu'on voit que la prothèse dentaire, par exemple, c'est fait par un autre organisme. Donc là, aujourd'hui, moi, le gros problème que rencontrent les dentistes, c'est que justement, il n'y a qu'un domaine informatique d'un point de vue data matrix concernant le dentaire, et que bien souvent, ils font gérer. Il y en a qui sont, quel que soit le type soin prothèse, ils vont avoir le même type de convention, mais il y en a beaucoup qui ont des gestionnaires différents et qui ne sont pas interprétés dans le data matrix. Alors, il y a la lecture J'ai par le data matrix. Oui, non, mais il y a la lecture parce que, en fait aujourd'hui, aujourd'hui, vous êtes sur un système qui est un peu hybride, c'est-à-dire que vous avez l'acquisition des informations par le data matrix. Ce data matrix, ce qui est prévu, c'est que ce soit après, entre guillemets, interprété par les interrogations qui vont se faire via l'annuaire, avec la mise en œuvre des services en ligne derrière. Ouais, mais comme ça marche qu'à un cas en voir, ça plutôt pas. Excusez-moi, je n'ai pas entendu votre question. Alors, aujourd'hui... Alors, Cyril, oui, nous avons fait des tests au GIE. Non, pardon, excuse-moi. Non, on n'a pas fait aujourd'hui des tests au GIE. Aujourd'hui, c'est déployé. Oui, non, mais aujourd'hui, c'est déployé sur le terrain. Toutes les attestations comportent un data matrix. Et oui... Et ça fonctionne d'autant mieux que, c'est pas grave, hein, j'anticipe sur ce que je vais vous présenter après. À l'hôpital, vous allez voir les courbes d'usage, c'est très massivement déployé aujourd'hui à l'hôpital et c'est très largement utilisé aujourd'hui par certains utilisateurs de logiciels
auxiliaires et on voit une courbe d'usage et de facturation avec des retours terrain qui sont très bons. Donc oui, on a... Alors après, je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir ponctuellement une carte qui est pliée, je sais pas, ou avec un lecteur qui ait des difficultés. Mais aujourd'hui, nous, complémentaires, on n'a pas de remontée terrain nous disant qu'il y a des difficultés de lecture de ces data matrix. Et on les a évidemment très largement testées au moment de les mettre en œuvre. Qui voudrait poser une autre question? Et juste pour répondre à votre question, le point qui était soulevé, je crois, c'était sur la pratique obligatoire du tiers payant sur le BD en avril. Et on n'en était pas encore avec l'usage, il reviendra, de le BD, enfin des soins et du prothétique. Voilà. Alors, il peut, si vraiment il veut y passer du temps. Non, mais il a, oui, oui. Non, parce que je veux dire, il peut, mais oui, c'est dans l'historique de remboursement, donc il faut qu'il aille dessus, qu'il regarde effectivement si effectivement il y a eu un EBD facturé par un autre chirurgien dentiste. Je pense qu'il ne le fera pas. Donc voilà. Après, je ne sais pas si effectivement les patients vont d'un dentiste à l'autre pour se faire des EBD. Dans ta gauche, je n'y crois pas trop, mais il y en aura peut-être. Hein. Bon, après. Alors, et après, via les échanges avec la complémentaire, si le patient n'a pas changé de complémentaire durant l'année, la complémentaire aura la vision de savoir s'il y a eu ou pas EBD pratiqué. Et à ce moment-là, il y aura une réponse négative par ce biais-là. Puisque ça va se faire dans la foulée, hein, de toute façon, l'échange. Mais bon, après... Ces cas-là, c'est pas ceux-là qui m'inquiètent. C'est pas ceux-là qui m'inquiètent. Et est-ce que vous avez, on attend les fichiers réglementaires pour les pharmaciens? Est-ce que vous avez prévu de tout déployer encore ou pas? Pour les pharmaciens. Pour les pharmaciens, il y a des nouvelles choses au 1er janvier aussi? Oui. Est-ce que la table 1.1 pour les revalorisations des honoraires de dispensation? Faut que je vérifie ça, je ne suis pas du tout au courant là-dessus, mais je vais vérifier pendant que la pause, Merci. etc. Donc, a priori, j'en diffuse pas d'ici la fin de l'année. Alors, je les fais pas, hein. Je les diffuse. est-ce que parmi... Oui, parce que j'aimerais effectivement que les différents éditeurs de médecins me rassurent sur, ou non, sur la mise en œuvre du 1er janvier. À quand une base de données des tarifs NGAP? Qu'on soit pas obligé de fouiller dans le journal officiel, d'essayer de creuser, de trouver. Oui, mais voilà, mais typiquement, c'est une demande qu'il faut nous faire. Ou d'être appelé par les PS parce qu'ils pensent qu'un tarif a changé. Oui, parce qu'effectivement, mais ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Si vous avez besoin de quelque chose comme ça, par exemple. Je pense que tout le monde serait ravi de l'avoir. D'accord, donc une sorte d'affiche. Bah voilà, on est là pour ça. Donc, non, mais une sorte d'affiche, en tout cas, de récap. Information tarifaire, parce qu'effectivement, dans les fiches réglementaires, on n'a pas les tarifs, mais... Comment? Ah oui, non, mais oui, j'ai bien compris, Oui, non, mais j'ai bien compris que... Non, mais je veux dire, quand il y a une évolution des tarifs, qu'on puisse faire une information, y compris sur les nouveaux tarifs, quoi. C'est ce que je comprends là-dessus, quoi. On peut tout à fait faire ça, ouais. Ok. Donc je peux rassurer mon directeur général pour dire que les éditeurs sont prêts au 1er janvier et que leurs clients... Ceux présents aujourd'hui. Ceux présents aujourd'hui. Oui, c'est le 22 décembre, je sais bien. Oui. Bonjour, je voulais demander, normalement, c'est prévu au 1er janvier 2025, il y a augmentation de tarifs CMU, mais dans la dernière livraison de la base CCM 77, le table de plafond reste identique de février 2024. Dans la base CMU, c'est quoi la base CMU? Plafond, prothèse. Mais la C2S, pardon, parce que la CMU n'existe plus en fait. C2S, oui. Je me demandais. Et donc, il y a les plafonds qui n'ont pas bougé? Non. D'accord. Alors,
et je la diffuse ce soir en rentrant. Alors, pour revenir aux mises à jour réglementaires qui sont prévues dimanche, à quel point les mutuelles elles sont prêtes? C'est pour savoir si on risque d'avoir des rejets, des engagements qui ne fonctionnent plus, ce genre de choses. Alors j'ai envie de dire un peu comme d'habitude, c'est-à-dire que, je suis désolée, hein, là Emmanuel, mais c'est vrai qu'on n'a pas d'informations côté complémentaire en avance de phase sur les évolutions réglementaires, donc on les récupère comme vous, on les diffuse au plus vite, on essaye d'accompagner, hein, là on est 2 à représenter 2 fédérations, mais voilà, sur toutes les 3 fédérations, on essaye de pousser au plus vite. Et c'est, Emmanuel, c'est pas une nouveauté, un sujet de préoccupation qu'on a, c'est d'essayer d'être nous aussi le plus en amont possible pour que les complémentaires puissent au plus tôt intégrer ça, parce que j'entendais, voilà, c'est du travail, mais c'est du travail chez tout le monde, et que voilà, quand il y a des évolutions, on est aussi preneur des tarifs. Voilà, vous savez, parce que ça a des impacts dans tous les systèmes, dans toute la chaîne. Donc, je suis malheureusement pas devin, je ne peux pas vous dire chez toutes les complémentaires ça fonctionnera ou pas. Nous, en tout cas, voilà, il y a dans toutes les fédérations des personnes qui sont attachées à faire en sorte, voilà, de diffuser. Voilà, je te cherchais, Nathan. Voilà, voilà, chez nous, hein, voilà, on a Nathan qui pousse toutes les infos au plus vite possible auprès de l'ensemble des membres pour essayer vraiment que ce soit prêt. Et c'est la préoccupation régulière, hein. Maintenant, s'il y a des difficultés, j'ai envie de dire, c'est comme toujours. Si vous avez des observations en disant, on a des remontées terrain, disant que chez tel acteur, il y a une difficulté, il ne faut pas hésiter à nous le dire, parce que ça nous permet aussi éventuellement de détecter qu'il y a un acteur qui est passé à côté, enfin, ça peut arriver, ou qu'il y a un bug, enfin, voilà, c'est la vie. Mais ne soyez vraiment... n'hésitez pas à nous le remonter, parce que donc on n'est pas magicien, parce que voilà, chaque acteur est maître de son système d'information, mais au plus tôt on a l'information, au plus tôt on peut aider à bien prendre en compte, pour autant qu'on ait l'info. Mais c'est vraiment un sujet de fluidification de la chaîne, et c'est une préoccupation commune, hein, donc d'essayer de capter l'information plus tôt. Dans la période de fin d'année, qui est la période dite de renouvellement ou d'indexation, et donc on adresse à l'ensemble des bénéficiaires les relevés de garantie et les appels de cotisation. Il y a un dispositif qui est mis en place de façon quasi systémique chez toutes les complémentaires, extrêmement important pour le paramétrage en fin d'année. Donc en théorie, il ne devrait pas y avoir de difficulté à paramétrer les éléments réglementaires à la dernière minute, mais c'est ce que disait Nathalie tout à l'heure, il y a forcément un petit délai qui peut arriver sur la première semaine de janvier, mais rarement plus loin que ça. Oui, je voulais juste rappeler, oui, effectivement, dans l'annexe 1 de la convention médicale, donc qui a été signée l'été dernier, là, vous avez tout ça en fait. Il y a déjà la liste de tous les actes avec tous les tarifs, etc. Donc il y a 2 pages qui résument la mise en œuvre de l'ensemble des tarifs à mettre en œuvre au 22 décembre. Il y en a quelques-uns au 1er janvier d'ailleurs pour le dentaire. Et donc c'était au printemps même la signature. Voilà, donc vous avez côté éditeur, regardez bien cette annexe 2, annexe 1 pardon. Il y a un truc, les tarifs à rentrer. Il y a 2 pages de tarifs avec les actes et les tarifs. Avec, vous savez, il y a tous les sujets de majoration dans les DOM, etc., etc. Donc regardez bien si tout ça est bien implémenté. Ça va être un gros enjeu pour tout le monde, quoi. Écoutez. Comme beaucoup d'évolutions, l'éditeur passe un agrément, il est agréé, et là, vous rajoutez une couche pré-série. C'est pourquoi ? La couche pré-série, elle a été voulue parce que pour véritablement valider le process de bout en bout, et pas seulement sur la partie prescripteur ou pas seulement sur la partie exécutant, mais ça permet de valider en fait que le processus fonctionne, de la création de l'ordonnance chez le prescripteur jusqu'à l'exécution en pharmacie. J'entends, mais donc l'agrément, c'était pas son rôle. L'agrément, il autorise le logiciel de manière unitaire.
Là, comme dit Adeline, on est vraiment sur un process de bout en bout et on vérifie que ça fonctionne de bout en bout. Et il faut être aussi honnête, au niveau du CNDA, il y a beaucoup de tests techniques, mais il y a parfois des choses qui ne se voient pas au CNDA parce qu'on va être plus sur l'usage. Et du coup, il y a les professionnels de santé pilotes, en général, je ne sais plus, c'est 10 PS ou 5 PS qui sont pilotes dans la pré-série, remontent aussi des conseils, des recommandations, enfin voilà, des choses pour faciliter l'usage. Elles sont vraiment importantes. C'est vrai que depuis le démarrage des pré-séries, il y a eu plusieurs cas qui n'avaient pas forcément été identifiés initialement et qui ont pu alimenter aussi les cahiers des charges jusqu'à aboutir à la V3, qui comporte aussi des améliorations qui sont issues aussi du bénéfice des pré-séries. Non, je pose la question parce qu'on a été agréé il y a plusieurs mois et on est toujours en pré-série. Pré-série. Oui, effectivement. Donc, nous, on a annoncé à nos clients qu'on était agréés. On leur met une version agréée. On leur dit non, mais vous n'utilisez pas. On est encore en pré-série. Donc, ils ne comprennent pas bien. C'est bien. C'est le principe, effectivement. On généralise uniquement après la pré-série. Quand la pré-série est... Oui. Et c'est pour ça que la pré-série, vraiment, ça intéresse tout le monde, qu'elle soit la plus courte possible, évidemment. Il y a forcément un délai, mais il y a des pré-séries qui sont faites en un mois. Hein. Puis il y a d'autres pré-séries qui sont faites en beaucoup de mois parce qu'on a du mal, effectivement. L'éditeur a plein de choses à faire, on le sait aussi, hein, donc ça prend plus de temps. C'est pour ça qu'il faut répondre à Adeline et Caroline quand elles vous appellent. Donc en gros, c'est parce que nous, on n'est pas assez réactifs. Bah, c'est pas la faute d'une personne, c'est pas du tout mon objectif. Que ça dure autant de temps. Oui, mais en tout cas, vous avez une action dans les pré-séries, c'est sûr. D'accord. Eh bien... Pardon, j'ai une petite question à propos du décalage pour les auxiliaires médicaux. On a bien compris que par rapport au décret, donc il va y avoir un délai d'établi. Tout le monde est bien au courant de ça. C'est-à-dire qu'il n'arrivera pas qu'une CNAM, par la voie d'un DNS, va aller voir un logiciel auxiliaire médical pour lui dire « Ah, votre logiciel ne fait pas l'ordonnance numérique, il n'est pas à jour ». Ça n'arrivera pas, nous sommes d'accord. Je pense que ça n'arrivera pas, mais bon, après, je vais pas... non, ça ne devrait pas arriver, parce que c'est quand même... De toute façon, non, il n'y a pas de raison que ça arrive. Non, mais voilà, c'est pour... Bon, si ça arrive, il faudra qu'on fasse les rectifications au niveau de la com, mais il y a vraiment... Voilà, non, c'est pas un sujet... c'est un sujet qui est... Voilà, c'est transparent. Hein, voilà, il y avait ce décret qui donnait une date, et elle était... je pense que tout le monde est conscient depuis assez longtemps, d'ailleurs, que cette date, elle était un peu illusoire. Elle n'a pas été changée. Dans la loi, elle est toujours comme ça. Bon, il n'y a pas de sanction non plus pour un PS qui n'utilise pas le service, heureusement d'ailleurs. Et donc, ce que je ne sais pas dire aujourd'hui, c'est comment elle va être modifiée, ces dates. Est-ce qu'il y aura une modification de la loi? Je ne suis même pas sûre. Je ne sais pas, en fait. Quel sera le véhicule pour officialiser qu'il y a un décalage? Je ne sais pas. En tout cas, il y aura une communication conjointe ministère sur le sujet. Et alors j'ai une autre question un petit peu naïve, mais qu'est-ce qui va se passer actuellement pour les médecins qui vont être équipés d'un logiciel qui établit des ordonnances numériques quand ils vont devoir établir une ordonnance de kiné ou pour une infi? Ah, alors peut-être que on n'a pas rappelé ça. Dans le cahier des charges médecins, on couvre l'ensemble des prescriptions. Alors, pour les actes de kiné, d'infirmier, etc., c'est en texte libre, mais en tout cas, c'est déjà le cahier des charges médecin. Enfin, c'est déjà le cas. Il y a aujourd'hui des ordonnances numériques qui sont faites sur ce type de prescription. Après, effectivement, le prescripteur le prescrit, c'est-à-dire dans votre cas, c'est un kiné, c'est ça? Un kiné ou une infi. Il n'a pas son cahier des charges, donc voilà, mais il a quand même il a de quoi travailler puisqu'il a il a le papier. Exactement. Il la traite en classique. Et c'est écrit en clair dessus, comme une ordonnance, voilà. Il y a une impression et ils traitent l'ordonnance en classique et pas en ordonnance numérique.